La dernière fois que vous avez vu cette DD7, on s'est occupé du système de refroidissement et j'ai remplacé le radiateur, le bouchon de refroidissement et de nouveau le thermostat. Petite piqûre de rappel du pourquoi, du comment. Si vous regardez bien, et c'est pas l'effet de l'objectif, hein, et il a un peu gonflé. À la place, j'ai acheté ce radiateur très cher mais qui garde sa forme au moins. Et on a pu ainsi valider que la température pouvait être maîtrisée en parcourant un certain nombre de kilomètres. Par contre, je me suis aperçu, puisque j'ai fait son premier long trajet avec, 800 km aller-retour, que dans certaines conditions, le moteur a hésité un petit peu. Il y a quand même la consommation qui est anormale et c'est probablement lié aussi à un autre problème qui est qu'elle donne des à-coups à faible charge. Donc sur un V12 comme ça, sentir des à-coups, c'est vraiment qu'il tourne comme une patate. Le truc le plus logique à faire là, a priori, ce serait simplement de regarder la tronche des bougies par exemple, pour voir si sur certains cylindres, on n'aurait pas une couleur dégueulasse qui indiquerait un mélange moisi. Sauf que sur ce moteur, c'est un gros travail. Il faut déposer les collecteurs d'admission et c'est pas des pièces aisément déposables. Donc en fait, on va regarder plutôt l'injection. Et là, les rampes, par contre, elles sont assez accessibles. Il faut déposer le palonnier d'accélérateur et à ce moment-là, ça se fait plutôt bien. Parce que ma supposition, c'est que déjà, il y a eu la longue immobilisation et après, en plus, il y a pas mal de flotte qui a transité dans ces injecteurs et c'est possible que ça ait fait un peu de dégâts ou qu'il y ait un peu de grippage, je sais pas. Enfin, je sais pas ce que je vais y trouver, mais de toute façon, déjà, il donnait des à-coups, ce moteur, en régime stabilisé et charge faible. Et surtout, mais calme-toi, Miou, je vais t'ouvrir. Et surtout, il consomme beaucoup. Là, j'étais pas loin, j'étais entre 15 et 20 litres au 100 sur un trajet où on a vraiment roulé pépère. On devrait être entre 12 et 13 normalement. On va regarder la tronche du liquide de refroidissement et si on n'a pas perdu 1 millilitre sur ces 800 km, je serais quand même assez rassuré. D'autant plus que un moteur qui tourne pas bien, c'est un moteur qui potentiellement maîtrise pas bien sa température, donc il se pourrait qu'en réglant ce problème-là, jette quand même un peu le circuit de refroidissement. Et là, on est exactement au même niveau que la dernière fois, c'est-à-dire plein à ras-bord. Donc, on n'a strictement rien perdu. Je suis curieux de voir ce qui se cache là-dedans. Eh ben, rien du tout, en tout cas en faisant ça. L'essence est parfaitement claire. Là, on n'est pas dans le cas de figure de la Maserati. Il va nous falloir un test un peu plus pointu. Voilà pourquoi je me suis dépêché de finir la MGF. Parce que la condition pour bénéficier de cette merveille, c'était d'abord de montrer que l'outil tire-clou fonctionne bien. Et effectivement, il fonctionne bien puisque le chantier a été, je pense, couronné de succès. Maintenant, j'aimerais bien remettre en service cette voiture parce que dans ce réservoir, il y avait eu de l'infiltration pendant un bout de temps où en fait l'évacuation de la trappe à essence était bouchée et comme elle est parfaitement horizontale, il y a eu beaucoup d'eau dans le réservoir à un moment donné, ça a même bousillé une pompe parmi les deux. Et donc c'est pas impossible que fonctionner à l'eau, les injecteurs n'est pas particulièrement apprécié. J'avais déjà utilisé un de ces bancs, mais c'était pour 4 injecteurs. Et là, s'agissant d'un V12, je voulais absolument pouvoir en tester 6 d'un coup. Voilà. Oh la vache. Ça doit être bien là. Bon, vous laissez pas distraire par ces instruments de torture de jardin. Ici, c'est pas l'objet de la vidéo. C'est sympa, ça fait une petite décoration de garage en plus. Bref, ici j'ai mes 12 injecteurs. Évidemment, on va pas pouvoir les tester d'un coup. Ce que j'ai ici, c'est de quoi remplacer ce qu'on va appeler des consommables. Il y a peu de chances que ça puisse vraiment aider. C'est bien de le faire. Il y a les filtres. Parce qu'en fait, sur la plupart des injecteurs, à l'entrée ici, on a un filtre panier. Je vais vous les montrer en gros plan. Voilà, l'un de ceux-là. La première chose à faire, à mon sens,
c'est vraiment de les placer brutes comme ça dans la machine et voir si on est équilibré ou pas. Donc on va commencer par mettre le produit dans la machine. D'après ce que j'ai compris, le distillat de pétrole, c'est un truc qui convient. Donc concrètement, c'est du white spirit. D'accord, c'est pas très pratique là pour verser. Ensuite, c'est pas bien compliqué. Je mets les injecteurs en place. Après, j'ai testé en faisant plutôt l'inverse, donc en mettant les injecteurs sur la machine et la rampe par-dessus. Et c'est peut-être plus pratique comme ça. Et on serre. Il ne reste plus qu'à brancher. Maintenant, on va pouvoir choisir le programme. Là, ce que je vais commencer par faire, c'est 6 Shifting Speed Test. Évidemment, ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel niveau on arrive sur chaque injecteur, les comparer et se rendre compte s'il y a une différence sur l'un des 6. C'est un peu court comme test pour vraiment constater une différence entre les injecteurs. Donc je vais lancer d'autres tests. Medium Speed Spray Test Value par exemple. Ici, en profiter pour regarder la forme du jet. On va passer au High Speed Test maintenant. Ça va forcément remplir beaucoup plus vite. Et le test au ralenti, on croira entendre un vieux diesel. J'ai pas l'habitude. Il y a un dernier test que je pourrais faire avant de commencer simplement à les nettoyer par acquis de conscience. C'est le test de fuite, programme 7. Là en fait on monte en pression, on est à 2,5 kg et on va simplement voir s'il y a une fuite, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc je vous montre les niveaux. Le seul qui est légèrement en dessous des autres, c'est celui-là. Mais c'est vraiment infinitésimal, là. Il n'y a que dalle. Moi j'arrive au bout, je vais faire un dernier test qui est l'accelerating test. Il porte bien son nom. On va pouvoir faire le même test, mais cette fois-ci injecteur monté à l'envers, et pour ça il faut enlever les filtres. Pour moi la méthode la plus simple c'est de visser ça dedans et de tirer gentiment. Oui. Voilà. Bon, sans surprise, hein, de toute façon, ils n'ont pas vraiment besoin d'être changés. Voilà, bon, je pense que vous l'avez compris, mais maintenant, je vais les monter dans l'autre sens dans le rail. Ok, donc maintenant qu'on a mis nos injecteurs à l'envers, on va pouvoir faire ce fameux test Reverse Flushing 11. Ça aurait été mieux que l'éclairage soit plus homogène parce que le premier et surtout le dernier, en fait, comme il n'y a pas d'éclairage derrière, ça donne l'impression que le débit est différent alors que c'est exactement le même que les autres. J'ai fait 2 fois de suite le test à l'envers pour que les différences de niveau soient plus flagrantes. C'est des différences de niveau qui sont dans des specs d'origine en fait, donc il n'y a aucun problème à y voir ici. Je vais quand même les passer au nettoyage ultrason. Cette fois-ci, je vais utiliser un dégraissant que j'ai qui doit bien fonctionner pour cette application, je pense. Ouais, le banc ultrason émet toujours une petite mélodie agréable à l'oreille. Si vous en avez marre des musiques d'attente téléphonique, pensez que ça pourrait être toujours pire. Imaginez qu'il vous passe ça. Rien de très spectaculaire ici. Bon, on voit bien que ça a marché évidemment. En dessous du niveau, les injecteurs ils sont plus propres.
Et comme je m'y attendais, ça a aussi effacé mes marquages, donc je sais plus quel éjecteur est lequel, mais de toute façon, comme ils étaient tous à peu près au même niveau de performance, je dirais qu'on s'en tape. Je leur ai aussi offert un petit bain immergé débranché évidemment, et bon, la différence entre ceux qui ont été nettoyés et les autres se voit, je pense. Bon, très franchement, je vois pas de différence par rapport au début avec le premier set d'injecteurs. Mais en même temps, il n'y avait pas vraiment de problème. Les disparités qu'il y a ici, si elles sont pas dues à la saleté, c'est simplement que les injecteurs au départ, ils sont pas à 100% identiques, et c'est jamais le cas, ou quasiment jamais le cas. Donc c'est pas en les nettoyant qu'on peut régler, entre guillemets, un problème qui n'existe pas. Par contre, quand le problème est avéré, oui, ça fonctionne. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Alors déjà, 2 informations. Si vous êtes intéressé par la machine, je vous ai mis le lien en description avec un code promo. J'ai pas d'intérêt particulier à ce que vous la preniez, sinon que ça les encourage à me filer d'autres trucs. Pour l'instant, j'ai pas tout de suite besoin d'autre chose, mais je vais quand même exhumer le catalogue. J'ai un truc en tête. Et deuxième information, un t-shirt taille XL, c'est impeccable pour faire une housse de machine à injection. Maintenant qu'on a discriminé la partie injection, on va pouvoir passer à l'allumage, donc il faut effectivement enlever ces collecteurs d'admission. Bon, pour être franc, j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. J'ai l'impression que ça tourne un tout petit peu pauvre quand même. Il y a ces 2 bougies là par exemple avec des traces un peu blanchâtres. Je sais pas, franchement, je m'attendais à trouver quelque chose de plus visible. Mais non, pas vraiment. Et tant qu'à avoir déposé les collecteurs d'admission et les bougies, Par acquis de conscience, on va faire un test de compression. Je l'ai jamais fait sur ce moteur là. Sur celui que j'avais récupéré et revendu après l'avoir remis en condition, j'avais mesuré. Il avait une sacrée santé ce moteur d'ailleurs. Il y a quelques précautions à prendre pour faire ça sur cette voiture. Comme pour accéder aux bougies, il faut déposer les collecteurs d'admission. Ça implique qu'on fait sans les collecteurs. Donc ça pose au moins un problème en moins, c'est de devoir mettre gaz en grand. Il n'y a pas besoin d'ouvrir le papillon. D'ailleurs ça tombe bien parce que le palonnier on est obligé de l'enlever. De toute façon je peux rien commander avec. Ça veut dire aussi qu'il faut il vaut mieux débrancher les pompes à essence et l'allumage, parce que par contre c'est tout ouvert quoi. J'enlève les bouts de papier que j'avais mis dans les culasses au niveau de l'admission pour éviter qu'il y ait des débris qui rentrent, parce que sinon ça va les aspirer. Je m'attends pas particulièrement à avoir de mauvaises surprises pour être franc. Là on lit 11 bars à peu près. Pour rappel, compressiométrie, il est pessimiste. Là ce qui va nous intéresser c'est surtout les disparités entre les différents cylindres de toute façon. RAS, on passe à la suite. Par exemple, en prenant les mesures de résistance sur les bobines, donc j'ai pris la résistance primaire et la résistance secondaire, et les deux étaient dans les clous, il n'y a rien de spécial sur aucune des 12 bobines. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'elles sont parfaites, mais j'aurais bien aimé quand même trouver quelque chose de flagrant à ce stade. J'étais en train d'examiner toutes mes bobines vraiment en détail, et il y a un truc qui m'a interpellé. Ça va être difficile de vous montrer, je crois. Si, en fait, ça se voit. Vous voyez là le point bleuté? C'est a priori là où il y a eu un arc externe, donc ça a fait chauffer le plastique. Donc il semblerait que cette bobine déconne de temps en temps. Et avec de la chance, c'est notre fautive en fait. Donc je vais continuer à regarder les autres. Pour l'instant, celle que j'ai examinée là-bas pose pas de problème. J'ai pas vu ce genre de marque. Mais c'est une bonne piste, je trouve. Tant qu'à faire, on peut aussi vérifier l'écart de l'électrode. Avec ce moteur, on a une recommandation à 1,2 mm, donc c'est ce que j'ai mis comme cale ici. Il faut que ça rentre en glissant. Il n'y a pas de jeu, donc là,
On est bien sur cette bougie là en tout cas. De ce côté je vais mettre des bobines neuves. J'en avais 6 et ça fait un bout de temps que je les ai. C'est pas des bobines Aston, mais ça veut pas dire que c'est de la merde pour autant. Comme j'ai un doute sur certaines d'entre elles, 2 ou 3, je sais plus, 3. Et bah je vais mettre ça et puis on verra si ça aide. Il va falloir remonter les injecteurs. On va bientôt pouvoir tester. Bon, on va pouvoir changer les filtres et les joints. Je les mets de côté parce que la plupart de ces joints en fait ils sont intacts. Et ça peut toujours servir comme je l'ai vu pour la Maserati. Quand tu te retrouves en rate de pièces, t'es bien content d'avoir gardé des trucs qui semblaient en bon état. C'est reparti. Bon, puis on sait jamais, je vais remplacer les 2 filtres à carburant. Je les avais déjà changés à l'époque, mais je vais me faire tuer pour l'odeur. Bon ça va, en fait Clara m'a dit que ça sentait la peinture et je m'en suis sorti avec un petit mal de crâne. Là je lui ai offert tellement d'attention qu'elle devrait tourner sur 16 cylindres. Mais bon, il n'y a pas de justice en ce monde donc. Je vais vérifier l'absence de fuite. Ouais, ça fait longtemps qu'elle a pas tourné, ça se voit, on dirait une locomotive à vapeur. Bon, à ce stade, bah, j'ai pas senti de différence. Sur les premiers mètres parcourus, c'était pas très fluide, je trouvais. Le voyant d'airbag est revenu, donc lui, il va falloir que je le traite définitivement, je crois. Franchement, pour l'instant, c'est comme avant. Il va falloir que je fasse un test un peu plus approfondi. J'aurais tendance à dire qu'il y a toujours un problème, mais vous voyez, sur un très très léger filet de gaz, on entend qu'elle tourne pas rond en fait. Il me semble. Pourtant, à l'échappement, vraiment au ralenti, ça semble bien. Est-ce qu'il y aura un souci de potentiomètre de papillon? Je crois pas, il me semble que je les ai lus et au diagnostic, il n'y avait aucun problème à ce sujet. Je sèche un peu là. Et hormis quand on est sur le filet de gaz, pour le reste ça va bien, il me semble. Bon, j'ai roulé plus. Le souci, c'est que mes pneus là, ils sont bien vieux et comme je roule pas souvent avec, lors des premiers kilomètres, ils ont tendance à être un peu carrés et donc forcément ça se sent. Là, je vois ce que ça donne sur un filet de gaz. Ça a l'air d'aller, mais ouais, je sais pas trop. C'est vraiment difficile à sentir le problème que j'avais remarqué lorsque j'étais allé à Alès avec. Peut-être bien qu'il est réglé. Je dirais qu'à la limite, si j'arrive pas trop à le sentir, c'est qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, il n'y a pas de souci de puissance, la température est bien maîtrisée,
Là pour le coup j'ai fait des accélérations les plus longues possibles dans un environnement contrôlé et fermé bien sûr. Sinon ce serait pas très responsable de ma part. Je m'étais fait la remarque la dernière fois lors de ce long trajet qu'elle était très désagréable dans un environnement qui ressemblerait à un embouteillage, quelque chose comme ça. Donc on va faire ça en fait, on va rouler simplement vraiment au pas et voir comment elle se comporte. Ouais, elle donne des petits à-coups, hein. C'est léger mais c'est vraiment sur un très 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 léger filet de gaz. Je sais pas. C'est vraiment léger, hein. Alors, je pense que c'est mieux qu'avant quand même. Je vais la laisser comme ça, elle fonctionne bien en l'état ma foi. On va peut-être arrêter de se prendre la tête en fait, et puis en profiter comme elle est. Parce que là on est quand même dans le stade du problème où je n'arrive pas à savoir si le problème existe ou pas. Donc on va dire qu'il n'existe pas. Il y a un truc dont j'ai un peu marre, c'est ce voyant d'airbag qui revient très régulièrement. À chaque fois que je vais passer un contrôle technique, c'est le moment de refaire les connexions du potentiomètre du siège passager, puisque c'est toujours lui qui merde, c'est toujours la même broche. Les autres problèmes que j'avais au départ, je les ai réglés il y a longtemps, et ils sont plus jamais revenus. Mais là, il clignote et il m'indique donc la séquence concernant l'airbag. Je vais vérifier avec mon outil de diag que c'est bien toujours lui qui merde, mais sans surprise ce sera le cas. Et je pense qu'on va passer à une solution plus radicale que celle que j'emploie habituellement. D'habitude, au mieux je sors les connecteurs, je les détore pour qu'ils puissent appuyer plus fort, je mets du produit, mais en fait non, mais dans la durée ça fonctionne pas. Je pense que de conception il y avait un souci. J'ai sûrement dû le mentionner une fois, mais je suis plus très sûr. Il y a 2 prises OBD sur cette voiture. Donc il y en a un qui sert pour le moteur concrètement et la boîte de vitesse si elle a une boîte automatique. Et l'autre c'est pour tout le reste, donc c'est là qu'on va se brancher pour notre souci d'airbag. Ah, cette fois-ci, j'ai aussi le côté conducteur qui pose problème. Ça doit être dans la même broche, il me semble. Je vais vérifier, mais c'est sans doute le cas. Donc, on va traiter les deux. Et ce qui va nous être utile, c'est ce qu'il y a dans ce menu. Là, on va pouvoir voir les résistances Lyon direct, dont celles qui vont être hors tolérance. Donc voilà, la valeur de résistance pour le prétentionneur côté conducteur, effectivement, elle est très élevée. Bizarrement, celle côté passager, pas tant que ça, il me semble. Celle-ci, là, je sais pas ce qui se passe, mais le circuit quasiment ouvert, quoi. Bon, je connais un peu mon sujet maintenant, donc je peux vous dire d'office que ça, c'est le câble qui va au prétentionneur côté passager. Et celui-là, côté conducteur. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Je viens de comprendre un truc essentiel, disons, dans le bon déroulement de ce diagnostic. Conducteur et passager sont inversés, puisque à l'origine, cette voiture, elle est prévue surtout pour être une conduite à droite. Donc, le câble ici, qui est celui du prétentionneur passager, en réalité, il apparaît sous la dénomination conducteur. Par exemple, ici, il a sa résistance à 25 ohms. Je vais tirer un peu dessus. Et hop, il passe à 2. Je le relâche. Et là, il repasse à 25. Donc c'est bien lui. C'est vraiment une plaie à virer ces connecteurs. Bon, je vais essayer de resserrer le pin là pour que ça appuie plus fort quand il rentrera dans son emplacement. Concrètement, le problème semble réglé. Mais je l'ai fait d'une manière tellement dégueulasse, je trouve que, pour être franc, voilà, j'ai utilisé des pins qui venaient d'une BMW, parce que à la base, en fait, le souci c'est ça, les connecteurs Ford, ils sont pas terribles, ils prennent du jeu.
Alors que les BMW, qui sont peut-être d'ailleurs trouvables sur d'autres modèles, ils en servent vraiment très bien le pin des 4 côtés, pas juste en bas. Et voilà, ça fonctionne, mais le problème c'est que les fils concrètement je les ai branchés en passant à travers la broche, mais avant de brancher le connecteur. C'est vraiment pas l'idéal. C'est pas terrible de faire ça sur un truc comme un calculateur d'airbag. Donc faudra réaliser une réparation plus conventionnelle plus tard. Ah bah ça par exemple, ça pourrait marcher. Bon, le calculateur je m'en fiche, mais les broches et les pins qui vont avec, par contre ça peut m'intéresser. Dans le lot j'en trouverai forcément qui sont vraiment en bon état. Et donc ça vient d'un Ford Explorer. Donc de toute façon je me doutais bien que les pièces viendraient d'un modèle commercialisé surtout aux États-Unis. Mais bon, en attendant ça fait le job. Normalement je peux effacer les défauts. Voyons voir si le défaut revient. Bon, a priori c'est bon. Voilà. Bon, ce qu'on va faire ici, c'est vérifier que les données des 2 calculateurs moteurs soient comparables, puisqu'il y a 2 gestions totalement indépendantes sur ce moteur, enfin en grande partie indépendantes. Donc on va commencer par le premier et on va vérifier ce qu'on a dedans. Ça c'est intéressant, j'avais pas vu qu'on l'avait. C'est un compteur de raté moteur, donc ça peut être cool de regarder une fois que le moteur est en route. Enfin bref, je vais comparer entre les deux, je vous dis si je trouve quelque chose de bizarre. Un truc que je vais revérifier, c'est l'équilibrage des 2 papillons. Moi je me suis contenté d'affiner le réglage. Pas moyen d'avoir mieux que ça, et pourtant au ralenti ça va. Dès qu'on accélère un tout petit peu, on entend bien que très bizarre. Que faut-il penser de cet épisode? Que la certitude dans le monde de la mécanique est parfois quelque chose qui se cherche pendant bien longtemps. Je la cherche encore d'ailleurs. Donc je suis pas sûr d'avoir réglé quoi que ce soit pendant cette phase de mécanique, parce que simplement le problème que je cherchais à corriger, il est assez difficile à sentir. Je vais laisser ça de côté et je vais peut-être me concentrer maintenant sur la partie plus train roulant, puisque j'avais un souci sur le berceau avant avec 2 supports qui sont déchirés côté droit. Ça fait longtemps que j'ai les pièces pour remplacer ça, mais simplement j'avais pas de quoi déposer le berceau facilement, et bon, voilà. Maintenant ça va être dans le domaine du possible normalement. On va faire quelques tests en laissant tourner l'outil de diagnostic pour compter le nombre de ratés s'il y en a, mais bon, j'ai l'impression que non. Et on va faire quelques tests de performance à pas à très haute vitesse évidemment ici, mais juste pour voir si on est dans les clous. Par exemple 60 à 90 en 3ème, ça c'est un truc qu'on peut faire. Voilà, je suis en 3ème, on va se stabiliser à 60. Maintenant en 4ème. Stabilise. Puis on va aller sur l'autoroute pour faire un 80-120. Le réglage que j'ai fait au niveau du ballonnet d'accélérateur, ça va peut-être aider un petit peu. Je trouve que c'est plus agréable d'agir sur les gaz. C'est peut-être juste psychologique aussi, hein.
Oulala, ces vieilles voitures ne tiennent pas du tout la route. En quatrième. Là, on est à 80. C'est une très légère montée. Je sais pas si ça changera grand chose. Et donc maintenant on va tester un 0 à 100, c'est la mesure qui est la plus dépendante du conducteur et des pneus, parce que là j'ai toujours les run flat qui étaient montés quand j'ai eu la voiture et qui sont vieux de chez vieux. L'autoroute était vraiment bizarre aujourd'hui, donc je suis sorti. Avec mes pneus, je peux pas faire mieux que ça. Et bon, il me semble que c'était assez rapide. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces petits essais alors? Donc ça montre qu'elle délivre encore les performances dont elle était capable quand elle est sortie d'usine a priori, ou à peu de choses près, moyennant des pneus en bon état et peut-être un mec qui s'y prend mieux pour lancer une accélération en départ arrêté. Mais bon, après il faut quand même pas trop se prendre au sérieux et garder en tête que cette voiture, la seule fois où elle a figuré dans un film avec un agent secret, c'était avec Mr Bean. Mais bon, d'un autre côté, Rowan Atkinson, c'est un personnage tout à fait légitime dans le domaine de l'automobile, donc ma foi, je prends. Sur ce, je vous dis à la prochaine, comme d'hab, avec celle-ci ou une autre.